Sais-tu pourquoi il est important de connaître les déformations qui agissent sur un bâtiment? Bonjour et bienvenue dans la chaîne J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va commencer à dispatcher les cours de statique appliquée. Je rappelle bien, ce cours ici est destiné à pour ceux qui envisagent de devenir architecte ou ingénieur. Dans ce cours, nous verrons que 4 chapitres. Le premier chapitre, nous allons parler de la généralité des statiques appliquées. Le deuxième chapitre, nous allons parler des calculs des réactions de forces extérieures. Le troisième chapitre, nous parlerons des forces qui agissent intérieurement dans le bâtiment. Et les tout derniers chapitres, nous parlerons de structures entre elles. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve après générique. Sans plus tarder, on commence avec notre premier chapitre sur la généralité où on va d'abord essayer de comprendre la définition de la statique appliquée. On va définir la force et le moment d'une force avant d'attaquer les choses sérieuses. D'abord, comment peut-on définir la statique? Ça veut dire que la statique est une partie de la physique classique qui s'occupe du mouvement d'un corps en équilibre. Ça veut dire qu'ici, la statique est une partie de la physique qui s'occupe de l'étude des systèmes mécaniques en équilibre. Cela veut dire quoi? Les systèmes mécaniques en équilibre, on peut prendre l'exemple du bâtiment. Toi qui as envie de devenir ingénieur, tous les bâtiments que les ingénieurs ou les architectes construisent sont toujours immobiles. Leur mouvement est nul. Cela implique la définition que nous venons de donner ici. Donc, tous les bâtiments que tu vas commencer à construire sera immobile. Tu dois appliquer le principe des statiques appliquées. Ça veut dire que le bâtiment doit être immobile. Mais maintenant, c'est quoi une force? Une force, c'est aussi une grandeur physique, mais une force peut être aussi représentée comme un vecteur. En rappelant bien la définition d'un vecteur c'est quoi? Un vecteur, c'est un segment d'une droite qui a le sens, le point d'application, le point de l'extrémité et son intensité. C'est de même avec notre force. On a notre point d'application, on a le sens, on a aussi le module. Mais maintenant, comment on peut représenter une force dans un repère cartésien en 2 dimensions? Pour représenter une force dans un repère cartésien en 2 dimensions, on nous dit ici que la force est représentée comme une intensité ou un module avec un angle θ formé par les axes X et Y dans le repère cartésien. Voilà, notre force, il est là. Si on fait une projection verticale par rapport à notre axe des X, on retrouve une force Fx. Si on fait une projection horizontale par rapport à l'axe des Y, on retrouve la force Fy. Mais maintenant, comment on peut représenter la force, comment on peut définir la force Fx et la force Fy? Pour bien définir la force Fx, on revient toujours dans notre graphe ici. Remarquez, le fait de faire une projection verticale par rapport à l'axe des X, on trouve la force Fx. D'où la force Fx serait égale à quoi? La force Fx serait égale à la force qui est projetée par rapport en partant de son axe sera multipliée par l'angle formé par cet axe. L'angle formé par cet axe, c'est l'angle des sinus. On connaît bien que l'angle des sinus formé par un angle, c'est l'angle de cosinus. Ça veut dire que nous aurons cosinus θ. Fy de même, le fait de faire une projection par rapport à l'axe des Y, on aura F. On aura F qui sera multiplié par l'angle formé par cet axe. On sait bien que l'angle formé par cet axe, c'est l'angle des sinus. Très bien, gros bonne. Nous que vous comprendre bien. On aura sinus de l'angle θ. Merci vraiment. Mais maintenant, comment trouver la force résultante? Pour trouver la force résultante, on remarque bien dans notre graphe, on a un triangle rectangle. Ce triangle rectangle, on va faire appel au théorème de Pythagore. Qu'est-ce que nous dit le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore dit le carré de l'angle, le carré du côté hypoténuse
sera égal au carré des deux autres côtés. En connaissant bien que le côté adjacent, c'est Fx, le côté opposé à l'angle, c'est Fy. Donc, nous aurons le côté hypoténuse, c'est la force résultante au carré, qui sera égal à Fx, la force Fx au carré, plus la force Fy au carré. D'où, pour trouver notre force résultante, nous aurons racine carrée de Fx, notre force x au carré, plus Fy au carré. Voilà. Parlons maintenant des moments d'une force. Avant d'abord de définir le moment d'une force avec toutes ces définitions théoriques, s'il vous plaît, j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre ce qu'est le moment d'une force par un exemple. Nous avons cet exemple ici, s'il vous plaît. Dans cet exemple, on remarque bien que nous avons cette clé ici, ça c'est une clé, tout ça c'est une clé, mais cette clé ici s'applique sur une vis, sur une vis qu'on appelle K. Cette vis ici, on peut aussi l'appeler un pivot. Cette vis ici qu'on voit ici, on peut aussi l'appeler un pivot. On nous dit ceci, on est en train de chercher maintenant, on fait tourner notre force ici, qui est à l'extrémité, ou bien qui est, ça c'est le point d'application, ça c'est le point d'application, ou bien l'extrémité de notre force qui s'applique sur notre clé, à une distance D, qu'on appelle le bras de levier. Le bras de levier, comme vous le remarquez, c'est la distance jusqu'au point de pivot, jusqu'à notre point de notre force. On fait maintenant, remarquez, on fait maintenant tourner notre force par rapport à ce point ici. On le fait tourner par rapport à ce point ici. Le fait de le faire tourner par rapport à ce point ici, nous constatons bien que notre force qui est tournée par rapport à ce point ici tourne à une distance D par rapport à ce point ici. Donc, on aura la force qui sera multipliée par la distance D ici. Remarquez, je suis là, ça c'est un point qui est immobile. Mais maintenant, ça c'est ma force. Ça c'est la distance, ça c'est la distance D. Ça c'est plutôt, on reprend l'exemple. Ça c'est ma force. Ça c'est quoi? Ça c'est mon point de pivot. Ça c'est mon point de pivot. Ici, j'ai une distance D. Je fais maintenant tourner. Ici, ça reste immobile. Je fais maintenant tourner ma force par rapport à ce point de pivot à une distance D. Donc, le moment d'une force n'est rien d'autre que la force multipliée par la distance. La force, le moment d'une force par rapport à un point, le point K, par rapport à un point, le point n'est autre que la force multipliée par la distance. Donc, si on peut définir notre force, le moment d'une force par rapport à un point donné est une grandeur vectorielle traduisant l'aptitude de cette force à faire tourner un système mécanique autour de ce point. Voilà très bien. Je voulais maintenant parler d'un théorème qui va nous conduire tout au long de notre chapitre, tout au long de notre cours, le théorème de Newton. Dans ce théorème de Newton, je vais faire appel au premier principe de Newton qui dit « La somme de toutes les forces extérieures doivent être nulles. » Si on est en deux dimensions, la somme de toutes les forces extérieures en X doit être 0. La somme de toutes les forces en Y doit être 0. Si on est en trois dimensions, la somme de forces en X, en Y, en Z doivent être nulles. Et aussi, la somme de moments de force par rapport à un point donné doivent aussi être nulles. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Retenez-le dans votre caboche. Mais maintenant, nous allons résumer tout ce qu'on vient de dire sur la définition d'une force et le moment d'une force, le force concurrente ou le composant d'une force par cet exemple ici. On nous dit de trouver les composantes de notre force. On doit trouver les composantes en X, les composantes en Y et de trouver les moments par rapport au point O. Mais maintenant, comment on trouve les composantes par rapport au point en X? En partant toujours de notre repère cartésien en deux dimensions, si on doit trouver les forces par rapport à X, ça veut dire qu'ici, nous avons une force qu'on doit projeter par rapport à X. Ça veut dire que nous aurons notre F, force 2. La force 2, c'est quoi?
c'est 20 newtons multiplié par quoi? Multiplié par cosinus de 30 degrés. Remarquez, on a une force ici qui est inclinée, mais si on le fait projeter, on le fait, notre force, il est incliné. On le fait projeter par rapport à x, on le fait projeter par rapport à x, on va multiplier par cosinus de 30 degrés. Mais maintenant, les forces par rapport à y, donc nous avons d'abord les forces de 50 newtons plus la force ici maintenant, on les fait projeter par rapport à y. Donc nous aurons 20 newtons multiplié par combien? Multiplié par sinus de 30 degrés. Mais maintenant, comment on peut trouver le moment d'une force par rapport au point O? Pour trouver le moment d'une force par rapport au point O, on se rappelle bien que le moment d'une force n'est rien d'autre que la force multipliée par la distance. Là-bas, qu'est-ce que nous aurons? On aura d'abord la force ici, la force F1. Ça va tourner comme ça jusqu'à ce point ici, jusqu'au point quoi? Au point O. Ça veut dire que nous aurons notre force de 50 newtons multipliée par la distance de 2 mètres. Ici, je rappelle bien, je n'ai pas positionné les sens dont mes forces vont tourner par rapport à un point. Donc, je mets positif. De même avec cette force ici, nous avons une force qui sera ici. Donc, ça sera plus 20 newtons multiplié par une distance. La distance c'est de combien? La distance sera de 3. Donc 1 mètre plus 2 mètres, ça nous fait 3. On aura 3 mètres. Or, la distance, ici, ça sera cos. Donc, nous aurons multiplié par 20 multiplié par cosinus de 30 degrés fois 3 mètres. Mais maintenant, on aura une force par rapport à x qui sera comme ça. Cette force-là va aussi tourner de cette manière. Donc, lui aussi sera maintenant plus. Ici, je ne tiens pas compte des sens. Donc, ce sera plus combien? Plus normalement, nous aurons 20 newtons multiplié par sinus de 30 degrés avec aussi une distance de 3 mètres. Voilà, nous sommes à la fin de notre cours du premier chapitre. Si cette cours vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait et surtout de partager cette vidéo au maximum de personnes qui en ont besoin. Et nous nous retrouverons au deuxième chapitre. Portez-vous bien. Ciao.